Alors, bonjour à toutes et tous. Merci pour votre participation ce matin donc, à ce nouveau webinaire sur la santé au travail, donc la gestion d'un événement traumatique dans le monde du travail, animé ce matin donc, par les services du GISMA. Pour vous prévenir, donc, nous enregistrons donc, ce webinaire pour les personnes qui malheureusement n'ont pas pu être présentes ce matin, qu'elles puissent le visionner en replay. Nous vous remercions de bien vouloir éteindre vos micros, s'il vous plaît, ainsi que vos caméras pour ne pas procurer d'interférences par rapport aux interventions et qu'il y ait une bonne écoute pour l'ensemble des participants. Voilà. Vous pouvez donc utiliser le chat pour toutes les questions que vous avez à poser aux intervenantes donc tout au long de la présentation, mais il y aura un temps d'échange de toute façon à la fin avec elles, donc n'hésitez pas, le chat est fait pour ça. Voilà, je vous souhaite une bonne visio. À vous, mesdames. Merci, Madame Légère. Donc, je m'appelle Stéphania David, je suis une des psychologues du service de santé au travail. Je suis accompagnée aujourd'hui de ma collègue Angélique Neves qui prendra la parole juste après. Et donc, du coup, en tant que psychologue du service d'un service de santé au travail, c'est vrai qu'on a l'habitude de recevoir des événements traumatiques et on s'est dit que ça pouvait être intéressant pour vous de vous proposer une présentation. Donc, pour vous introduire, effectivement, au sein d'une entreprise, des événements traumatiques peuvent survenir et de tels événements peuvent être générateurs de souffrance chez vos salariés et occasionner des conséquences du type absentéisme, de la démotivation, une désorganisation. Donc, le traitement de ces événements, il est complexe, ça on le sait, il va demander à l'entreprise concernée une forte capacité réactive pour évaluer la situation et prendre rapidement des décisions en fait pour agir. Donc, du coup, en tant que service de santé au travail, on a souhaité vous présenter les procédures, les outils pratiques dans la gestion d'un tel événement pour que lors de l'événement, quand vous serez, quand vous allez présenter des émotions face à l'événement, que vous puissiez avoir un appui, un support sur lequel vous pouvez vous reposer. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions. On a fait cette présentation en ayant en tête des entreprises. Après, si vous avez d'autres profils, que ça ne vous correspond pas et que vous avez besoin d'informations complémentaires, vous n'hésitez surtout pas à nous poser des questions. Voilà. Donc, je laisse la main à ma collègue Angélique. Merci Stéphania. Bonjour à tous. Alors, si je passe la diapo suivante, est-ce que ça marche? Stéphania, tu as la suite? Tu vois? Oui, je peux. J'y vais. Ok. Petit, à tous adhérents, pour faire une présentation au travail, c'est d'intégrer la démarche globale qui pourra être de toute façon intégrée, quel que soit le service de santé au travail avec lequel vous êtes en relation. Mais n'hésitez pas à vous rapprocher peut-être de votre service de santé au travail s'il y a des choses à mettre en lien suite à cette présentation. Donc l'objectif d'aujourd'hui, de cette heure de présentation, de sensibilisation par rapport à l'événement traumatique en entreprise, c'est que vous puissiez vous préparer au mieux pour anticiper et gérer ce type d'événement, ce type de crise. Donc au programme, en fait, il va y avoir 3 points. Le premier point, ça va être de décrire ce que c'est qu'un événement traumatique. Donc on va vous parler, je vais juste après vous parler des définitions pour que vous ayez quelques critères par rapport à ça. Dans un deuxième temps, alors je prends un micro qui est ouvert. Il y a un micro ouvert. Donc dans un deuxième temps, ma collègue reprendra la parole, Stéphanie reprendra la parole pour vous expliquer concrètement comment ça peut se mettre en place au sein d'une entreprise, quelle conduite à tenir, qui fait quoi, quel process on met en place pour gérer ce type d'événement. Et après, on vous présentera les actions de maintien dans l'emploi qu'on met en place, nous, en tant qu'SST, pour le suivi des personnes qui sont victimes, directes ou indirectes. Donc, quelles actions, qui fait quoi également. Donc, les enjeux de cette présentation, c'est que vous puissiez prendre conscience des risques que ça peut avoir sur la victime et aussi sur l'entreprise, l'équipe. L'idée, c'est que vous puissiez anticiper, mieux gérer, être réactif. Donc, c'est déjà source de stress, ce type d'événement-là. Donc, plus vous serez préparé, moins le stress sera important et ça améliorera l'efficacité de la prise en charge.
L'objectif, c'est aussi de réduire les impacts au sein de l'établissement, auprès du personnel également. On est forcément dans la prévention des risques psychosociaux. Donc, l'idée, c'est d'éviter que ça puisse se reproduire ou mieux anticiper. Ça permet aussi, ce type de démarche, en interne, si vous le mettez en place en interne, d'entreprise. Donc, c'est important pour l'implication et pour que les personnes, les salariés puissent sentir une reconnaissance. Ça fait partie aussi de la réparation par rapport aux victimes. Et évidemment, ça permet aussi de rééducation. Alors, passe au diapo suivant. Donc, enfin, de quoi on parle quand on fait référence à un événement traumatique, un événement grave? Il y a de nombreuses formes. Donc, on vous présente quelques exemples sur ce diaporama pour que vous puissiez vous situer, pour avoir quelques exemples, quelques indicateurs. Donc, sur le volet personnel, individuel, ça peut être un décès brutal, un suicide, une tentative de suicide, des violences. Alors, quand on parle de violences internes, c'est plus dans un service, entre collègues, des agressions, des événements qui peuvent être marquants pour les personnes, et ça peut être aussi externe. Donc les violences externes, c'est plus à la partie avec le public en fait qu'on est amené à recevoir, les bénéficiaires, les clients, les fournisseurs, voilà. Par contre, la petite différence qu'on va mettre derrière tous ces événements-là, c'est qu'on est vraiment au travail. C'est-à-dire un décès ou un suicide qui pourrait avoir lieu en dehors du travail, ça reste un événement de la vie malheureux. Mais nous, en tant que service de santé en travail, on ne peut pas se permettre de prendre en charge ce type de demande-là. On est vraiment en fait axé sur tout ce qui va avoir un impact au travail. Donc c'est ça un peu la subtilité qu'on souhaite apporter aussi aujourd'hui, c'est que si on est sur un événement de vie classique, le référent, ça va être le médecin traitant, par exemple. Et si on est sur un événement de vie qui concerne le travail, où ça peut désorganiser, où ça peut avoir un impact, là, du coup, en tant que service de santé au travail, on peut vous accompagner par rapport à ça. Dans les autres formes d'événements graves, on peut citer les catastrophes techniques, donc des accidents, incendies, etc. Et puis les catastrophes naturelles. Le point commun par rapport à tout ça, c'est que c'est des événements qui se produisent de façon inhabituelle et brutale. C'est un peu ce qu'on retient pour définir ce que c'est qu'un événement potentiellement traumatique. Alors les conséquences que ça peut avoir. Donc évidemment, ça a des conséquences sur l'individu et sur l'entreprise. Donc sur l'individu, la personne a quand même été menacée par rapport à son intégrité physique ou psychique. Donc on parle de victimes directes et on parle de victimes indirectes, donc c'est plus les témoins. Donc il ne faut pas oublier aussi que les témoins peuvent être impactés, il peut y avoir des conséquences et ça peut provoquer un stress aigu. Donc après, un peu plus tard, je vous expliquerai la différence entre le stress aigu, donc qui apparaît tout de suite en fait immédiatement, et le stress post-traumatique, des choses qui peuvent rester dans le temps, quelques mois après l'événement. Donc c'est important de prendre conscience que ça peut exister pour comprendre en fait comment peut réagir en fait un salarié face à ça. Vous puissiez aussi avoir des indicateurs. Voilà, donc l'idée c'est d'être dans le maintien dans l'emploi, donc l'intérêt c'est ça aussi. Et sur l'entreprise, les conséquences d'un tel événement, ça peut générer donc de l'absentéisme, une démotivation par rapport à l'équipe, par rapport à un service qui aurait pu être touché. Une désorganisation dans le travail, ça peut engager aussi des conséquences sur l'image de l'entreprise, sur le volet économique également. Donc en fin de compte, ça bouleverse le collectif et son équilibre. Ça peut dégrader le climat social et on peut aussi imaginer qu'il peut y avoir des sanctions envers l'entreprise s'il n'y a pas eu de respect au niveau de la législation par rapport au travail. Donc ça me permet de rebondir sur la diapo suivante où on rappelle, enfin je pense que tout le monde l'a en tête, mais on rappelle les obligations de l'employeur qui sont de protéger la santé physique évidemment, mais mentale aussi des salariés. Donc ça rentre dans le code du travail. Donc volet risques psychosociaux qui nous concernent sur cette thématique-là. Donc c'est pour ça que c'est important de pouvoir anticiper et d'être dans cette dynamique. Alors, du coup, ce type d'événement, donc vous l'avez compris, c'est quand même complexe à gérer, c'est quand même complexe à appréhender. Ça va vous demander une forte capacité réactive. C'est pourquoi aujourd'hui, l'objectif de cette présentation, c'est de pouvoir vous faciliter
le traitement de ce type d'événement-là pour que vous puissiez réagir rapidement, avoir des protocoles en place. Et je vous propose du coup de laisser la parole à Stéphania David qui va vous présenter concrètement comment ça se passe, ce que vous pouvez mettre en place concrètement. Donc, effectivement, l'idée, c'est d'anticiper, de vous faciliter les choses. Il y a plusieurs étapes dans la conduite à tenir. Et la première étape, en fait, est celle de la gestion de l'immédiat. Donc, par rapport à la gestion de l'immédiat, c'est un rappel des principes de base, on va dire, avec l'idée qu'on doit alarmer, donc alarmer de manière visuelle ou sonore, protéger pour éviter le suraccident, examiner ce qui se passe et recueillir un maximum d'informations pour après appeler les personnes qui pourraient intervenir. Donc, c'est vraiment les principes de base qu'on connaît, mais il y a besoin justement de les rappeler, d'être formé à ça, d'être sensibilisé, que ce soit affiché. Donc, si c'est au niveau médical, on appelle le 15. Si c'est une agression, on appelle la police. Si c'est un incendie, on appelle le 18. Enfin, c'est des choses qu'on sait, mais qui, dans l'urgence et dans l'émotion, on peut peut-être confondre les choses et c'est important qu'il y ait une formation, une sensibilisation, que ce soit affiché et qu'il soit affiché aussi les numéros, il faut anticiper du coup ça, le numéro du responsable de sécurité par exemple, de l'infirmerie et puis après quand ces personnes-là sont contactées, il faut essayer de secourir en ne se mettant pas en danger. Donc, ça, c'est les principes de base où, normalement, les entreprises se débrouillent assez bien avec ce sujet parce que c'est quelque chose qui est dans la culture, en fait. Après, l'idée, c'est d'être vigilant et bienveillant vis-à-vis des personnes victimes et en fait, de la préserver et de ne pas l'orienter chez elle, en fait, parce que ça, malheureusement, on le voit en entreprise, surtout quand c'est des violences psychologiques ou que c'est un impact physique très, très faible, se cogner, par exemple. J'ai déjà vu des entreprises renvoyer leurs salariés en disant va voir ton médecin traitant. Donc, non, ce qu'on conseille, c'est que la personne soit gardée en observation par l'infirmerie ou par l'employeur, soit gardée quelques heures dans l'entreprise et qu'elle soit reconduite par une personne de sa famille, voire un taxi. Ça, c'est déjà vu en entreprise et j'ai trouvé ça super. Et puis, au moins, au minimum, vers son médecin traitant pour l'élaboration d'un certificat d'ITT, si besoin par la suite, pour faire valoir l'impact sur la personne. Parfois, il y a besoin de ce certificat, donc de ne pas hésiter à l'orienter vers ça. Donc, voilà, l'idée, c'est d'agir au plus vite dans la gestion de l'immédiat et de l'urgence, préserver le salarié un maximum et ne pas le laisser repartir. Et ça, ce sont des choses, donc, du coup, à anticiper dans le qui fait quoi et aussi dans la formation parce qu'il y a besoin d'être formé à cette gestion de l'immédiat. Angélique, est-ce que tu as des choses à rajouter sur cette étape? Est-ce que vous avez des questions? Non, après, ce qu'on va préciser après, c'est qu'on va vous envoyer de toute façon, en plus du diaporama, un guide qui résume en fait tout ça. Vous aurez tous les supports, un guide, effectivement, la trame, et vous pourrez de toute façon vous rapprocher de nous pour des informations complémentaires. Voilà, donc très bien, merci. Après avoir géré l'urgence, l'idée c'est de se réunir en fait et d'activer ce qu'on appelle la cellule de crise. Donc, de qui devra-t-elle être constituée cette cellule de crise? Alors, de plusieurs personnes qui devront être contactées, donc du coup, idéalement par téléphone. Mais si les personnes ne sont pas joignables ce jour-là au téléphone, en parallèle, de faire un mail en fait. Et peut-être même d'anticiper ce mail-là, de le mettre dans vos brouillons et de préparer un mail si un événement de ce genre-là se déroule. Voilà, quel mail type je vais envoyer à ces différentes personnes et de préparer un mailing pour gagner du temps et de l'énergie psychique dont vous aurez besoin pour gérer la situation. Donc l'idéal, c'est de se réunir le jour même avec forcément l'employeur déjà ou son représentant
en fait, qui sera aussi le référent média, ça on le verra plus tard, le responsable sécurité s'il y en a un membre du service de santé au travail, donc c'est pareil, il faut anticiper et donc du coup aller recueillir le numéro idéal à avoir pour contacter le service de santé au travail, un représentant du personnel, voire du CSE, une ou deux personnes dont la présence semble indispensable, des personnes clés par rapport à la situation, par rapport au lieu où ça s'est déroulé. Donc ça, c'est vraiment au cas par cas. D'anticiper, de réfléchir aussi à un référent famille. Alors souvent, c'est le service RH qui sait faire ça, mais ça peut être d'autres personnes qui sera référent famille, c'est-à-dire qui communiquera avec la famille en fait. L'inspection du travail, donc bien avoir le numéro et le mail, la CARSAT ou toute autre personne ressource à l'extérieur, comme par exemple si vous avez déjà un contact avec un consultant qui est déjà en intervention chez vous, ça peut être intéressant, s'il a connaissance de l'entreprise et de sa dynamique, peut-être de l'inviter à cette cellule de crise parce qu'il sera certainement force de proposition. Et puis, toutes ces personnes-là, l'idéal aussi, ça serait de penser à des suppléants parce que si le jour J, ils ne sont pas là, qu'il y ait un suppléant pour avoir le plus de ressources possible face à la situation et que l'employeur ne porte pas tout sur ses épaules parce que c'est ce qu'on voit du coup. Quand c'est pas anticipé, il y a l'employeur et ou la personne RH ou le chef de service, enfin la personne qui est responsable en tout cas de l'établissement, qui se retrouve tout seul face à ça. Donc l'idée, c'est d'anticiper, d'avoir le plus de ressources, le plus de cerveau face à la situation pour passer à la deuxième étape. Donc l'idée, c'est d'anticiper le qui fait quoi et que chacun soit formé à cette fameuse conduite à tenir. Est-ce que j'ai oublié des choses? Est-ce que vous avez des questions? Je pensais qu'il ne fallait jamais laisser partir une personne par ses propres moyens ou famille, mais seulement par taxi VSL. Alors, l'idéal, c'est un taxi VSL et que effectivement, c'est vraiment, sauf si vraiment un pack plus important, donc là c'est le 15. Et après, voilà, l'idéal c'est un taxi VSL parce que du coup, la personne sera vraiment sécurisée. Mais si pour X raisons, c'est pas possible, au moins au minimum par la famille. Donc oui, je vous rejoins, Dominique, sur cette question-là. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Angélique, est-ce que tu vois d'autres choses à rajouter? Non, c'est très bien, merci. Donc, dans cette cellule de crise, donc du coup, vous allez entre autres faire appel à nous. Donc, il était important pour nous de vous présenter un peu le circuit lorsque vous allez nous appeler. Donc, vous allez nous contacter et vous allez tomber sur sur le standard de Sainte-Savine. Donc, c'est un des deux standards du GISMA. Ce standard-là va, donc du coup, par rapport à votre entreprise, va vous orienter vers le secrétariat référent à votre entreprise. Donc, cette secrétaire va, suite à votre appel, trouver les ressources adaptées. Donc, idéalement, le médecin du travail, la psychologue ou l'infirmier. Donc là, à cette étape-là, on va recueillir avec vous un maximum d'informations. Donc du coup, on va, donc suite au webinaire, en fait, vous aurez justement, puis dans le diaporama, cette fameuse trame, on va vous la présenter après. L'idée, c'est comme quand on appelle le 15, c'est d'anticiper toutes ces petites questions. Quand on appelle le 15, il y a un petit message avant qui nous dit, voilà, préparez votre identité, votre adresse, ce qui s'est passé. Donc là, c'est vraiment l'idée. L'idée, ça serait vraiment d'anticiper pour aller, comme je vous l'ai dit, gagner en énergie psychique. Voilà, donc du coup, de présenter ça en tout cas à l'équipe. Et nous, en fait, en tant qu'équipe, on va se réunir au plus vite, traiter l'information et vous faire des propositions. Vous conseiller, vous proposer des actions qui seront toujours validées par le médecin du travail et revenir à vous donc au plus vite par téléphone, et s'il y a un souci, voilà, il y a la deuxième option du mail. La secrétaire en parallèle et ou l'équipe, on vous enverra la conduite à tenir si vous l'avez malheureusement égarée, si vous ne l'avez pas travaillé entre-temps, on vous l'enverra dans tous les cas, ainsi que le guide que vous allez recevoir s'il a été égaré malheureusement, on vous l'enverra.
Est-ce que, voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, mais c'était important pour nous. Ah, il y a le diaporama qui s'emballe. Donc, avant d'aller plus loin, le fameux petit questionnaire, donc c'est vraiment un questionnaire avec les informations de base, mais qui sont essentielles pour qu'on puisse vous répondre. Donc du coup, l'idée, c'est d'anticiper et d'y inscrire votre identité, l'entreprise, le numéro, votre mail, qu'est-ce qui s'est passé, à quelle date, ça c'est important aussi pour la prise en charge psychique après, le type d'événement, l'unité de travail concernée et le nombre et l'identité des personnes concernées, que ce soit au niveau des victimes directes, celles qui ont été atteintes directement, physiquement ou psychiquement, et puis les témoins, c'est-à-dire les victimes indirectes, les personnes qui ont entendu, vu, ont été présents lors de l'événement, ceux qui font partie souvent de l'équipe des victimes directes. Donc ça, voilà, l'idée c'est de préparer ça avant de nous appeler pour que ce soit le plus clair possible pour tout le monde. Après ça, il va falloir donc du coup que la cellule pense en partenariat avec le service de santé au travail et tous les autres intervenants que je vous ai présentés, de réfléchir aux actions à coordonner. Donc les actions à coordonner au niveau psychique, en tout cas, l'idéal c'est vraiment dans les 3 jours. Donc il y a vraiment besoin d'anticiper parce que en 3 jours, il est compliqué de mettre en place ce genre d'action. Donc l'idéal c'est d'anticiper. Et par exemple, si c'est un événement pénal, il est possible pour vous, par exemple, de mettre en place une convention avec l'association d'aide aux victimes de Troyes pour que s'il y a un événement pénal, que cette structure, en fait, vous propose un débriefing, on appelle ça un débriefing, un diffusing, et propose ça donc aux salariés concernés. Vous pouvez aussi appeler le 15. Le 15, il évaluera justement cette nécessité ou pas. Et s'il y a nécessité, ils feront intervenir la CUB. Vraiment, au cas par cas, ça dépend de quel type d'événement il s'agit et de l'ampleur de l'événement. Donc, c'est vraiment au cas par cas. Et s'ils n'interviennent pas, il y a encore d'autres ressources, comme par exemple la mise en place de plateformes téléphoniques ou de consultants. Donc, c'est vraiment des choses à anticiper. Il y a des plateformes qui existent, des consultants qui existent sur la place de Troyes. On va vous donner des informations à ce sujet, mais on voudrait surtout vous inviter, vous, à nous donner quelques informations si vous avez en poche dans vos tuyaux justement des consultants, des plateformes avec lesquelles vous travaillez sur ce sujet. Voilà, n'hésitez pas à partager vos ressources avec les autres entreprises sur le chat. Mais sinon, nous, on a aussi nos ressources. Donc ça, c'est vraiment les actions d'urgence après le physique, en fait. Après les actions d'urgence, au niveau psychique, il y a dans les 3 jours à mettre des choses en place. Après, l'urgence, ça sera d'être conseillé, d'être soutenu, d'évaluer la situation avec le service de santé au travail, avec un consultant, une plateforme, pour avoir des conseils, du soutien, de l'évaluation. L'urgence, ça sera aussi de gérer et de penser la gestion de l'activité. On a vu malheureusement, j'ai un exemple comme ça en tête d'un décès suite, dans le cadre d'une machine en fait, qui a dysfonctionné. Forcément, il a fallu penser l'arrêt de l'atelier parce que la police est intervenue, qu'il y a eu des saisies. Donc, il est important de gérer ça et d'anticiper en se disant quel est le référent, quel est le pilote de cette action au cas où si ça se passe dans mon entreprise. Il y a aussi à penser le référent démarche administrative. Parce qu'on peut imaginer que la victime d'un événement de ce genre n'aura psychiquement peut-être pas toutes les capacités, physiquement aussi, les capacités de faire la déclaration datée et ou le dépôt de plainte et ou la main courante. Donc c'est important et souvent c'est le service RH qui fait ça, de penser le référent démarche administrative pour accompagner, soutenir le salarié concerné. Et puis, la dernière action, c'est l'action du maintien dans l'emploi, c'est le retour du salarié vers l'emploi. Donc, en interne, donc on reverra après, on vous donnera plus de précisions, en interne et ou en collaboration avec le service de santé au travail. Donc, toutes ces actions, on va tenter de les penser pour les victimes directes, indirectes, mais aussi pour les cadres concernés
qui vont être face à ça. Les membres de la cellule, parce que ça va être un stress aussi pour eux, donc c'est important de leur proposer un soutien. Pour les salariés, la famille, et puis pour le travail, pour l'entreprise. Donc tout ça, voilà, c'est anticiper dans le qui fait quoi et de former chaque personne aux actions possibles. Donc merci à Angélique en parallèle qui vous met des ressources. Je vois que vous n'en avez pas mises. Donc pourquoi pas voilà, passer par Aretaf. Il y a des ressources qui existent, il faut les explorer. Et en tant que service de santé au travail, on est censé vous accompagner aussi dans ce recrutement. Donc n'hésitez pas. Angélique, si tu as d'autres choses, voilà. Je n'hésiterai pas, t'inquiète pas. Donc rapidement après l'événement et au maximum 3 jours après, il est recommandé de mettre en place un débriefing. Ça, c'est ce qu'on a vu. Cette étape permet à la victime de gérer les émotions, pensées, sentiments donc générés par l'événement. Ça va permettre en fait aux salariés de transformer le traumatisme en souvenir et de pouvoir récupérer ses capacités. Et donc, du coup, on est vraiment dans le maintien de l'emploi en agissant comme ça. Donc, un briefing collectif peut également être mis en place pour les collègues témoins de l'agression ou voilà, qui exprimeraient le besoin d'en parler. Après avoir pensé les actions et les avoir mises en place, l'idée, c'est de communiquer sur le sujet. Donc, auprès des salariés, parfois même des médias, parce que je l'ai déjà vu, hein, quand c'est des situations très graves, les médias peuvent venir frapper à la porte. Et en tant qu'employeur, on n'est pas toujours formé à ça. Donc, voilà, on vous a parlé d'un guide, il y a un guide hein, qui aide à ça, justement, à la communication. En tout cas, l'idée, c'est de communiquer déjà sur l'événement avec une description économe, d'en dire vraiment, de dire le strict minimum, de ne pas rentrer dans le détail, de prendre acte de la gravité. Ça, c'est important que les salariés, la famille, les médias entendent que l'entreprise prend acte de la gravité. C'est rassurant, en fait, pour tout le monde, que l'idée, c'est d'assurer une dimension humaine et la volonté de l'entreprise d'analyser ce qui s'est passé, d'identifier les facteurs et de les réguler. C'est rassurant et ça permet aux salariés concernés voilà, déjà de se réparer en entendant de l'employeur qu'ils ont une forme de reconnaissance par cette communication. C'est déjà une première étape de réparation. Donc après, l'idée, c'est de communiquer aussi les différentes actions qui seront pensées par la cellule de crise. Et l'idée aussi, c'est de s'engager à informer donc régulièrement les salariés sur les résultats de l'événement et les actions. Donc voilà, de ne pas laisser seuls les salariés et de les informer. Donc j'espère avoir été claire à ce niveau-là, mais en tout cas, il y a ce fameux guide hein, qui vous sera envoyé qui permet d'étayer la communication. Il y a des exemples de courriers, des exemples de trames par rapport aux médias. C'est un document qui est très bien fait et qui est vraiment aidant et sur lequel on s'est appuyé pour donc du coup vous fournir ces informations-là et cette conduite à tenir. Je ne sais pas si j'ai pas fait attention, Stéphanie, excuse-moi si tu avais précisé, mais il ne faut pas oublier les personnes qui sont en arrêt de travail dans la communication. Ah oui, super, merci. En plus, c'est ce que je rappelle à chaque fois. Merci. Oui, dans la précipitation, du coup, on va générer une communication interne. Sauf qu'il faut essayer de ne pas oublier les personnes qui sont déjà en arrêt ou qui l'étaient déjà avant. Les personnes en congé maternité, par exemple. Ne pas oublier aussi les intérimaires qui, entre-temps, dans les 3 jours, là, auraient quitté la structure. Parce que moi, ça, par exemple, je l'ai déjà vu aussi. Du coup, il y avait ce cas-là d'un intérimaire qui a quitté la structure et qui n'a pas pu profiter en fait du soutien que le service de santé au travail proposait, alors qu'on aurait pu le recevoir. Même si il n'était plus forcément dans les tuyaux, on aurait pu le recevoir, le conseiller, l'orienter. Donc voilà, de penser aussi aux personnes qui sont en parallèle, on va dire, à l'extérieur de l'entreprise, mais encore, mais tout de même salariés, quoi. Donc merci Angélique pour ce rappel, c'est important. Et puis après, donc du coup, cette étape-là de la communication, l'idée c'est de se poser et d'aller vers la démarche globale. Parce qu'on part du principe qu'un événement,
il a, j'allais dire, souvent son origine dans l'organisation du travail. Donc, c'est important, du coup, après tout ça, après tout ce travail, d'organiser un CSE extraordinaire et d'analyser la T, de mettre en place une sorte d'arbre des causes, au final, pour réfléchir à quelles ont été les causes au niveau humain, au niveau organisationnel, voilà, de réfléchir aux causes et de réfléchir donc aux conséquences. Quelles ont été les conséquences pour nos bénéficiaires, pour nos salariés, pour l'entreprise, de décortiquer en fait ce qui s'est passé pour bien penser en fait après un plan d'action primaire, secondaire, tertiaire. Et quand ce travail-là a été fait, l'idée c'est d'introduire tout ce travail-là dans le DU et de répondre à l'obligation du coup de l'employeur, mais aussi de diffuser l'information donc du coup auprès des services, auprès des salariés, pour que ça ne se répète pas et pour aussi qu'ils puissent entendre que tout ça n'a pas servi à rien et que et qu'on a grandi aussi, qu'on a appris des choses concernant notre entreprise et que l'entreprise fait des choses pour pas que ça se répète. Donc voilà, c'est important aussi qu'il y ait ce temps-là dans le cadre d'un CSE extraordinaire, dans l'analyse et la prévention de l'événement. Donc, en tant que service de santé au travail, on peut aussi être présent lors de ce travail-là. On peut vous accompagner et réfléchir aux différents, déjà l'analyse, mais aussi aux différents niveaux de prévention. Donc, déjà dans l'analyse AT, dans la démarche RPS, dans la réflexion du plan d'action, mais aussi dans le conseil pour comment être outillé, comment être sensibilisé pour pas que ça se répète, comment être formé. Et puis malheureusement, quand les personnes sont impactées, accompagner vers la réparation et vous orienter en prenant en charge et ou en vous orientant si c'est pas de notre ressort en fait, et de vous orienter pour être réparé, que ce soit l'individu ou l'entreprise. Donc en tant que service de santé au travail, on peut être un élément clé à toutes les étapes pour vous accompagner. Donc, qui fait quoi? Donc, au niveau du service de santé au travail, c'est principalement le médecin et la psychologue qui vont intervenir. Après, il peut y avoir aussi, tout à l'heure je parlais d'une machine, il peut peut-être avoir la nécessité aussi d'appeler par exemple l'ergonome. Donc, au niveau psychique, en tout cas, c'est souvent le médecin et la psychologue. Pour et auprès de qui? Donc, auprès de l'employeur, on est là pour une écoute, des conseils, une orientation. Et pour les salariés en individuel, on est là aussi pour la même chose, mais en plus, on va leur proposer une évaluation de leur tableau clinique. On va leur expliquer ce qui se passe pour eux, etc. Donc, il y a ce petit plus-là pour eux. Alors, pour l'employeur, c'est au téléphone ou au sein de l'entreprise, on peut se déplacer, ou maintenant même en visu, on peut mettre en place des choses. Ça rentre dans notre culture petit à petit. Et puis, pour le salarié, par contre, ça sera au sein du service de santé au travail. C'est ce qui est préconisé. Ce qui est préconisé, c'est d'éloigner le salarié de l'événement traumatique, du lieu qui a été traumatique, parce que d'y rester, ça peut réactiver des choses, d'une. Et puis de deux, aussi pour la confidentialité, on a repéré que les salariés venaient plus à nous quand on les invitait au GISMA que quand c'était en entreprise, parce qu'ils avaient peur d'être pointés du doigt, d'être stigmatisés. On peut imaginer par exemple pour un cadre que c'est pas forcément évident d'aller voir la psychologue si elle est dans le service, dans l'entreprise en fait. C'est beaucoup plus confortable pour lui de venir au GISMA et que le secret soit vraiment préservé. Donc voilà, ça sera, si mise en place d'une consultation, ça sera au service de santé au travail. Alors quand? Au plus vite. Pour le salarié qui a besoin d'un soutien, ça sera une consultation d'1 heure à 1h30. On lui proposera une consultation et au maximum 3 rendez-vous sur le temps de travail ou hors temps de travail s'il désire ne pas le dire à son employeur ou parce que c'est plus pratique pour lui. Il y aura un écrit qui sera fait, mais seulement au médecin du travail. Pour l'entreprise, il y aura un écrit, mais qui ne sera pas nominatif. Ça sera sous format de préconisation, en fait. Donc, après recueil de données avec les salariés, on aura peut-être des conseils supplémentaires à vous donner. Et puis, pour le salarié, par contre, il faut entendre que le compte-rendu, de toute façon, il est toujours accessible pour lui par le biais du dossier médical.
Et puis après, à la fin de tout ce travail-là, on peut remettre une attestation. Si la personne vient sur son temps de travail, il y a une attestation qui lui est remise avec l'heure du rendez-vous. Et puis si c'est hors temps de travail, on ne remet rien par contre. Donc voilà ce qu'on peut proposer. Ce qu'on peut proposer, alors donc voilà, vous prenez contact avec nous, on vous propose éventuellement cette prestation et on vous enverra donc une invitation. L'invitation, elle ressemble à ça. C'est une invitation qui est diffusée donc du coup en interne, principalement pour la victime déjà, ou les victimes indirectes, et ne pas oublier donc l'équipe de proximité, dont les cadres, parce que parfois on les oublie. Ils prennent en charge, mais ils s'oublient aussi un peu. Donc voilà, on rappelle la nécessité pour les cadres de peut-être venir faire un point avec nous après. Donc ça ressemble à ça, cette invitation. Donc suite à l'événement Intel, votre direction et nous-mêmes en tant que service de santé au travail, venons vous proposer un espace de parole. Donc la psychologue reste disponible pour ce qu'on a vu ensemble, donc de l'écoute, de l'évaluation, de la psychoéducation. On explique à la personne ce qu'elle vit, ce qu'elle risque de vivre et comment faire pour réduire le risque d'une évolution vers un état de stress post-traumatique. On précise que voilà, les règles de ce compte-rendu, du retour à l'entreprise qui sera non natif, et que s'ils sont en demande, voilà, hors temps de travail, et qu'ils auront accès à cette consultation, à cette procédure simplifiée, en interne on l'appelle comme ça, sur un mois, et qu'au-delà d'un mois, ils devront passer par le médecin du travail. Donc ça, c'est une invitation qu'on vous envoie. Et après donc les avoir reçus, il y a tout un travail qui est fait. Et là, je vais donner la main à ma collègue qui va vous expliquer justement le parcours du salarié en interne. Okay. Merci Stéphania. Est-ce que pour cette première partie, il y a des questions ou des remarques? N'hésitez pas à nous faire vos retours dans le chat, en espérant que le rythme vous convient. On est un peu speed, mais en même temps, on a 1 heure pour voir une situation, enfin, une démarche assez complexe. Ouais. Un temps question-réponse en plus, donc. Ouais. On vous présente, c'est vrai, les grandes lignes. Alors. Ok, c'est très clair. Parfait. Ça me va bien comme retour. Mais n'hésitez pas, si ça n'a pas été clair. Je passe au slide, tu n'as pas le contrôle. Hein. Si, j'ai le contrôle normalement. Là, normalement, il y a le parcours d'un salarié susceptible d'avoir été traumatisé. La slide 26. Donc, en fait, l'idée de la suite de cette présentation, c'est surtout pour que vous ayez des connaissances, en fait, pour que vous ayez, en fait, plus d'informations sur la symptomatologie, sur le parcours du salarié quand il fait suite à un événement, enfin, quand il y a un événement traumatique, en fait, que ce soit la victime ou direct ou indirect. L'idée, c'est vraiment de mieux comprendre les salariés et leurs réactions. Donc, c'est de la théorie. Le but, c'est pas de tout connaître, mais d'avoir une idée de comment ça peut se passer. Alors, on a un petit schéma qui va s'afficher. Voilà. Nous, en fait, on se base sur un manuel diagnostique qui nous permet de savoir où se situe le salarié par rapport à ses symptômes, par rapport à ses réactions suite à un événement traumatique. Et on identifie plusieurs choses, c'est-à-dire que juste après l'événement traumatique, il y a une réaction, enfin un état de stress aigu. Tout le monde manifeste plus ou moins différemment au niveau de la symptomatologie qu'on verra après. Donc voilà, c'est quelque chose de normal en fait, c'est ce qu'on essaie de faire entendre aussi aux salariés quand on le reçoit rapidement, c'est des réactions normales suite à un événement moins normal. Et en fait, cet état de stress aigu, il peut évoluer s'il n'y a pas de régulation de mise en place ou s'il y a une fragilité, etc. Ça peut évoluer vers un stress post-traumatique. Donc là, on parle de stress post-traumatique quand ça fait 1 mois que les symptômes durent. Et après, ça peut devenir chronique au-delà de 3 mois. Donc c'est juste pour que vous ayez une idée du fait que ça puisse évoluer vers quelque chose d'un peu plus sérieux. Voilà, donc concrètement, au niveau des symptômes, il y a pas mal de choses qu'on peut observer suite à une menace, enfin quand on a été confronté à une menace. Donc, il y a ce qu'on appelle les reviviscences, c'est les ruminations, le fait d'être en boucle sur l'événement, d'avoir toujours les souvenirs qui viennent en tête par rapport à l'événement vécu. Les cauchemars aussi, donc ça, c'est des choses qu'on va évaluer, nous, en entretien.
et que vous pouvez peut-être aussi avoir comme retour auprès des salariés qui ont été témoins ou victimes. On observe aussi tous les évitements que la personne met en place pour ne plus y penser, tenter en tout cas de ne plus y penser. Donc elle va éviter peut-être les lieux, donc ça va être sous forme d'arrêt de travail, ou ça va être sous forme de rejet, de refus par rapport, par rapport au fait de se présenter au lieu, enfin, sur le lieu en tout cas où il y a pu avoir l'événement. Ça peut être aussi les demandes de certaines personnes, essayer de ne pas en parler, essayer de ne pas se souvenir. Ça, c'est généralement un indicateur pour nous pour nous montrer qu'il y a un traumatisme et ça nourrit un peu le traumatisme. Donc, on va essayer de contrer ça. On observe aussi une altération au niveau des cognitions, des pensées et de l'humeur. Donc, ça peut se manifester par un certain nombre de choses. Ça peut être des troubles de la mémoire, de la concentration, un certain nombre d'émotions importantes, de la honte, de la culpabilité. Et ce qu'on observe aussi, c'est de l'hypervigilance, donc être un peu en état d'alerte tout le temps. Voilà, donc quand ça dure plus d'un mois, c'est là où on rentre un peu cliniquement dans quelque chose de ce qu'on disait tout à l'heure, le stress post-traumatique. Et on fait en sorte de vérifier aussi que ce n'est pas lié à autre chose que l'événement qui a eu lieu. Donc, en fin de compte, quand on accompagne la personne, il y a deux choses à prendre en compte. Donc, il y a le suivi du salarié individuel, donc dans le cadre des consultations qu'on va pouvoir lui proposer. Donc ça, je vais revenir dessus juste après sur un diaporama qui va vous détailler un peu plus ce que nous, on met en place en fait par rapport au suivi du salarié. Et il ne faut pas oublier la pluridisciplinarité, c'est-à-dire que l'objectif, c'est de mobiliser toutes les ressources à l'externe de l'entreprise comme en interne et puis de coordonner en fait nos actions autour du salarié. Donc, au centre de la diapo, vous avez un certain nombre de domaines en fait sur lesquels on peut s'appuyer avec des professionnels, des experts de terrain par rapport à ça. Parfois, ça va être le droit, parfois, ça va être le volet social, médical. Et l'idée, c'est vraiment d'orienter, d'individualiser l'accompagnement en fonction de la problématique et des besoins. Donc nous, concrètement, quand on a, donc suite à l'événement traumatique, généralement, donc il y a le signalement de l'entreprise, vous venez à nous. Suite au courrier d'invitation que Stéphania David vous a présenté tout à l'heure, donc les personnes qui sont volontaires s'adressent à nous. On va leur proposer un premier entretien. Ce premier entretien est là pour prendre soin de la personne, lui proposer une écoute dans un cadre bienveillant, neutre. C'est là aussi on va faire l'évaluation de son état clinique, comment elle se sent, où sont les symptômes, est-ce qu'on est bien sur du stress post-traumatique, enfin, est-ce qu'il peut y avoir du stress post-traumatique, un stress aigu, voilà, on fait l'évaluation de tout ça. Et on va aussi lui donner des explications sur ce que c'est-à-dire que nous, on appelle ça de la psychoéducation. On va lui apporter des éléments de réponse pour que la personne comprenne que c'est finalement normal ces réactions et qu'elle se décharge un peu de la culpabilité qu'elle peut avoir au regard de tout ça. Et donc, dans cette première étape, on va orienter la personne vers le soin, on va orienter la personne vers des associations s'il y a besoin. On va voir quels sont ses besoins et on va la laisser, on va dire, mettre en place un certain nombre de démarches pour se réparer. Ensuite, on propose un deuxième entretien à la personne quelques semaines plus tard. Le but étant de travailler le maintien dans l'emploi, donc le retour en emploi s'il y a un arrêt de travail. Donc, de nouveau, on fait l'évaluation pour savoir comment elle se sent, s'il y a une amélioration, et on va commencer à réfléchir sur les conditions de retour en emploi. Quel type d'aménagement on va pouvoir mettre en place, de quoi elle a besoin, elle, pour se sentir prête à retourner en emploi. Donc, ça peut être plein de choses, hein. On vous a donné des exemples, temps partiel thérapeutique, organiser les choses en binôme, peut-être retirer certaines tâches dans un premier temps, modifier les horaires, enfin voilà, certaines fonctions. Donc, tout ça, ça peut être réfléchi en amont. Et l'idée après, c'est de pouvoir réfléchir et d'amener cette réflexion-là aussi avec le médecin du travail en visite de pré-reprise, donc pendant l'arrêt de travail, pour qu'on puisse se coordonner dans nos actions et voir ce qui est possible de faire. Et à partir de ça, on se met en relation, alors le salarié et ou nous aussi, on va se mettre en relation avec l'entreprise pour préparer et ficeler le retour en emploi. Ensuite, donc on imagine que la personne retourne en emploi et on la revoit après pour faire un point sur la façon dont ça s'est passé son retour, adapter les précaux s'il y a besoin, continuer le suivi de cette personne-là et consolider, valider, valoriser, on va dire, tout ce qui a pu être mis en place et qui fonctionne bien.
Donc voilà, donc c'est vraiment une étape de réflexion en fonction du besoin de la personne. Est-ce que c'est clair là-dessus? Est-ce que Stéphania, tu vois des choses à ajouter? Enfin, non, juste une petite chose parce que c'est vrai qu'on met beaucoup en valeur sur ce diaporama le soutien qu'on peut proposer en tant que service de santé au travail. Mais je pense que la clé qui ressort pas forcément sur ce diaporama avec du recul, c'est aussi le soutien que l'entreprise peut proposer et qu'il est important. Et ça peut être pensé dans les actions, dans l'étape action à mettre en place. Une des actions peut-être, c'est que l'entreprise envoie un courrier aussi en disant qu'elle reste disponible. Il y a la fameuse invitation pour que le salarié vienne nous voir, mais peut-être que dans ce courrier, vous pouvez aussi préciser au salarié que vous restez disponible et que vous l'invitez à venir vous voir. Et c'est vrai qu'on ne le met pas forcément assez en valeur dans ce diaporama, qu'il est important aussi qu'en parallèle, l'entreprise exprime son soutien, sa disponibilité pour accompagner le salarié à revenir même progressivement. Voilà, il y a un travail aussi important que l'entreprise doit faire voilà, en parallèle et c'est vrai qu'on ne met pas assez je trouve, en valeur dans le diaporama. Merci Stéphanie, effectivement c'est important de le préciser. Ouais, complètement. Alors, petite question, mais je suis cachée, il y a une fenêtre qui s'est... Alors, si le retour sur le poste est impossible, une période de préparation au reclassement est-elle possible? Oui. Oui, alors en plus, il me semble qu'Axel Le Turc travaille dans la fonction publique, donc on n'a pas tout à fait les mêmes mesures qui existent, mais ça me parle. Oui, exact. Après, je ne sais pas comment ça se met en place dans la fonction publique, j'ai un peu perdu le fil par rapport à ça, mais oui, c'est un peu l'idée quand même, globalement. Oui, bah, dans les mairies, donc du coup, il y a un médecin du travail et je pense que du coup, comme chez nous, alors je ne sais pas si vous avez plus ou moins les mêmes ressources, mais en tout cas, il évalue ou pas, effectivement, si le retour est possible. Et puis après, ayant connaissance des autres postes et en collaboration avec le salarié et la mairie, j'imagine qu'ils travaillent pour la création d'un reclassement. Donc oui, enfin. Oui, après, de toute façon, c'est vrai qu'on parle du maintien dans l'emploi parce que c'est notre priorité, c'est ce qu'on va viser, mais on n'oublie pas le fait que parfois, c'est pas possible. Des fois, la situation elle est trop dégradée ou c'est trop compliqué en fait à réintégrer le poste ou même l'entreprise en fonction des raisons. Donc, on s'arrête pas. C'est pas parce qu'il n'y a pas de retour en emploi dans l'entreprise qu'on n'est pas dans cette dynamique de maintien dans l'emploi en général. Effectivement, ouais, même en tant que service de santé au travail, c'est une question qu'on se pose tout à fait. Alors, du coup, on va conclure, puis on va voir s'il y a d'autres questions qui apparaissent. Pour terminer, en fait, on voulait juste retracer les préconisations qu'on pourrait vous faire, vous, au niveau de l'entreprise, pour préparer au mieux ce type de process à mettre en place par rapport à ce type d'événement. Donc, comme l'a précisé tout à l'heure Stéphania, c'est de mettre à l'ordre du jour un CSE, alors du coup en amont pour anticiper et préparer cette question-là. Donc préparer la cellule de crise, préparer un peu le process à mettre en place pour que vous soyez en mesure de répondre rapidement le jour où ça arrive, en espérant que ça n'arrive pas, mais on sait bien que c'est toujours un peu compliqué. L'idée, c'est aussi de se sensibiliser et de former les personnes qui vont être intégrées dans cette cellule, donc à la procédure en elle-même et aussi dans l'analyse des causes, donc avec l'arbre des causes, et de former aussi les cadres. Donc la sensibilisation, la formation, ça passe aussi à travers l'information qu'on va pouvoir délivrer, comme aujourd'hui, ou n'hésitez pas aussi à vous rapprocher des services de santé au travail pour ça. Pourquoi pas organiser une simulation comme on fait avec les incendies en fait, pour voir comment vous êtes préparé à ça, pour mobiliser les personnes, voir ce qui se passe, pour vous habituer en fait et voir les points d'amélioration peut-être le jour où ça arrivera vraiment. Donc pourquoi pas imaginer quelque chose comme ça. L'axe communication qui est toujours essentiel, donc ça on en a parlé, et puis mettre à jour régulièrement, en fait, je sais pas, tous les ans ou à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau, cette procédure, parce qu'il peut y avoir du mouvement de personnel, les interlocuteurs sont peut-être pas forcément les mêmes, donc c'est toujours important de pouvoir remettre à jour ça pour être au plus proche, pour être au plus réactif encore une fois le jour où ça arrive. Voilà pour le mot de la fin.
Alors, je vous laisse nos coordonnées sous les yeux. Stéphania, est-ce que tu as des choses à ajouter ou est-ce qu'il y a des questions? Non, je pense effectivement, on vous a présenté en tout cas les grandes lignes de la démarche. Après, ça a peaufiné et on reste disponible pour être invité justement si nous sommes votre service de santé au travail. Sinon, il faudrait vous rapprocher du vôtre. Mais on reste disponible pour être invité justement au CSE, à la simulation si vous en mettez une en place. Si vous élaborez le mailing ou quoi que ce soit, vous pouvez nous envoyer votre travail par mail et on peut vous donner un avis. Voilà, on reste disponible pour tout ce que vous mettrez en place par la suite, en présentiel, en visio ou par mail. Alors, je crois que c'est prévu, effectivement, pourriez-vous nous transmettre la présentation. Donc, c'est prévu, il y a un replay. Il y a le diaporama qui va vous être transmis et puis il y a des outils en plus, ceux qu'on vous a présentés durant la présentation qui vont vous être transmis en PDF également. Oui, tout à fait. Hein, à la suite, voilà, tout vous sera envoyé comme d'habitude par mail et puis le lien pour le replay, sans problème. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres éclaircissements à avoir sur la présentation qu'on vient de vous faire? N'hésitez pas. Est-ce que ça a répondu à vos attentes aussi? Et sinon, quelles attentes vous aviez? Qu'est-ce qui manquait? Quelle information on aurait dû vous donner? Parce que ça pourrait nous aider à créer peut-être une autre intervention ou à vous répondre tout de suite. Très bien. D'accord, bon, des retours plutôt positifs. C'est que ça répond globalement, en tout cas, à vos attentes, s'il y avait des attentes particulières sur ce sujet. On a tenté d'être les plus pragmatiques possibles. Après, on aurait pu parler pendant des heures de quels conseils et quelles actions on donne pour réduire l'état de stress post-traumatique, parce qu'on donne plein d'exercices aux salariés. On donne des exercices, on va leur proposer des sortes de challenges. On aurait pu vous parler un peu plus précisément de ce qu'on faisait, mais ça demanderait 1 heure supplémentaire. Puis c'est très, finalement, ça dépend beaucoup des besoins, alors c'est pas toujours simple de résumer. Bon, écoutez, a priori, il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions a priori. Merci beaucoup. Merci Stéphania, merci Angélique pour votre présentation ce matin. Merci à toutes et tous. Et puis nous vous envoyons donc les supports par mail comme d'habitude. Et puis voilà, on vous souhaite à tous quand même de bonnes fêtes de fin d'année malgré tout, malgré le contexte. Voilà, de profiter de vos proches et puis de rester en bonne santé surtout. Merci beaucoup Caroline. Bonne journée à toutes et tous. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.